Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à midi, comme tous les jours d'ailleurs, pour débattre et commenter tous les sujets qui font cette actualité. Avec aujourd'hui Kevin Bossuet. Bonjour Kevin, vous êtes professeur d'histoire dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis. Mathieu Alterman, journaliste. Vous êtes également auteur d'un livre qui s'appelle Femme fatale, je le rappelle, même s'il y en a qui arrivent très bientôt. Voilà, grand spécialiste de musique. On a une petite divergence sur Anne Sylvestre hier sur les réseaux. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, bonjour. Jérôme Dubus, bonjour. Membre de La République En Marche, bonjour à vous. Emmanuel Macron veut dissuader les Français d'aller skier à l'étranger. Absurde, tout cela fait partie peut-être d'un amateurisme un peu global qui est en train de se mettre à jour depuis un certain temps. Et puis Jean Castex, est-il trop faible? Article 24, crise du coronavirus, il a un petit peu de mal à se raccrocher aux branches. Et puis on parlera également du vaccin. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mathieu, j'ai envie de commencer avec vous. On commence avec moi, avec mon coup de gueule. Mon coup de gueule vient pour la dernière tribune signée Paul Preciado. Alors pour vous rappeler, c'est l'ancien compagnon de Virginie Despentes qui est habitué à faire des tribunes délirantes. Et là, dans Mediapart, dernière tribune qui s'appelle « L'hétérosexualité est dangereuse ». On nous explique que l'hétérosexualité, il faut s'en libérer parce que ça provoque évidemment les morts au sein des couples et que c'est un dernier vestige du patriarcat. Alors au-delà du fait que c'est évidemment totalement excessif et n'importe quoi, c'est faux. C'est-à-dire que vous avez autant de rapports de soumission et de domination chez les couples gays que chez les couples hétéros. Nier ça, c'est absurde. Et en plus, je dois dire que j'en ai assez d'entendre les tribunes de Paul Preciado, qui a un diplôme d'études de théorie de l'architecture, mais qui n'a jamais fait d'études de psychiatrie, de psychanalyse, et qui s'oppose à 99,9% des psys dont c'est le vrai métier en France. Je veux dire, il y a un moment, si moi je dois subir une opération du cœur, je ne vais pas demander à un expert comptable de le faire, je prendrai un chirurgien. Donc j'aimerais qu'on écoute les spécialistes sur la question, et pas des gens qui, par pure idéologie, s'octroient la possibilité de réagir sur tout, n'importe quand, sur n'importe quel sujet. Donc non, il ne faut pas se libérer de l'hétérosexualité. J'ai envie de dire, si ça ne vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà. Très bien. C'est dit, les choses sont dites. Jérôme Dubus? Oui, moi c'était un coup de cœur, ou plutôt des félicitations à la région de Madrid, qui a été, alors je serais beaucoup plus terre à terre que le premier coup de gueule. La région de Madrid a été extrêmement attaquée parce que la présidente avait des positions sur le Covid, sur la lutte contre le Covid, assez iconoclastes, il faut bien le dire, puisque beaucoup de choses sont restées ouvertes cet été. Ils ont nié assez longuement le fait qu'il pouvait y avoir une deuxième vague. Et puis finalement, ils ont été touchés extrêmement rapidement, plus rapidement que les autres pays européens, et notamment cette région, dès le mois de septembre. Et aujourd'hui, ils ouvrent un hôpital qui fait à peu près 1000 places, un hôpital ultra-moderne qui a été construit en quasiment 10 mois, ce qui est phénoménal, puisque la décision a été prise au mois de mars dernier. Et cet hôpital, c'est le premier hôpital européen qui est uniquement consacré à la lutte contre les pandémies, et notamment, évidemment, à la lutte contre le Covid-19. Donc c'est un peu un retour à meilleure fortune pour la région de Madrid. Cet hôpital, évidemment, n'est pas encore complètement ouvert, mais à terme, il pourra accueillir 1000 malades. Il y a 1000 lits de réanimation, donc c'est colossal. Et je crois qu'il fallait aujourd'hui saluer, dans cette pandémie un peu tristounette, saluer cette lueur d'espoir dans cette région de Madrid qui a été beaucoup touchée. Ôtez-moi d'un doute, Jérôme Dubus, vous êtes conseiller La République En Marche. Que la France n'a-t-elle attendu pour construire de tels hôpitaux? C'est pour ça, c'est un optimisme qui doit être contagieux, notamment en France. Vous avez tout fait raison, Valérie. L'hôpital, il va être construit, nous on n'a pas posé la première pierre, donc on n'y est pas encore. Ce sera construit quand la. Non, mais ça prouve qu'il n'y a pas que les Chinois qui peuvent le faire. Non, même les Européens peuvent le faire. Et ça prouve que les Français l'ont pas fait aussi.
Oui, non, ça, c'est vous qui le dites. Pardon ? Voilà. C'est pas moi qui le dis. Où est-ce qu'on a construit un hôpital, Jérôme, pour Non, mais vous n'allez pas polémiquer le Covid. sur quelque chose qui est optimiste. Enfin, pour une fois qu'on a une lueur d'espoir européenne, vous essayez de polémiquer sur la France. Moi, je vous arrête tout de suite. C'est pas le moment de polémiquer. C'est le moment de saluer et d'avoir un coup de cœur pour cet hôpital qui est formidable. Voilà. Bravo. Valérie. Bravo à Madrid. Voilà. Bravo à cet hôpital. Georges Kuzmanovic, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Encore une fois, une entreprise qui ferme ou qui licencie. Je pense à General Electric Villeurbanne et sur 3 autres sites en France, et 639 emplois qui sont menacés par General Electric, donc, et sur un outil stratégique. Ce n'est pas moins que les disjoncteurs haute tension. Alors à Villeurbanne, c'est une entreprise qui a plus d'1 siècle. C'est une très grande spécialité de l'ingénierie française, la haute tension. Et les disjoncteurs haute tension, c'est le petit machin là qui est à la sortie des centrales, en particulier les centrales nucléaires, quand il y a un problème, qui fait disjoncter, comme chez vous, le disjoncteur, pour éviter que tout le réseau ne grille. Ça va partir en Chine et en Inde. Donc on va perdre ce savoir-faire. Au même moment, on a Nokia, la R&D, qui, sur la 5G, qui est en train de perdre, alors d'être délocalisé en Pologne cette fois-ci. Donc on a la CGT bien évidemment qui résiste. Hier, moi j'étais avec eux devant le ministère de l'économie, mais voilà, le gouvernement n'a pas les moyens, d'ailleurs ne veut pas faire. Et tout ça se passe dans le cadre du projet Hercule, qui, comme vous le savez, est le découpage, le saucissonnage d'EDF. Donc on a en 3 entreprises, azur, bleu, vert, c'est parfaitement compréhensible, c'est encore un projet gazeux, mais qui va servir à privatiser bien des aspects d'EDF. On va complètement y perdre son latin. C'est une catastrophe. Ce gouvernement détruit la France en tapant sur ce qui est parmi les choses les plus essentielles. Alors, non seulement pas d'hôpitaux, on les détruit, mais en plus on s'aborde cette filière électrique française, la recherche en France, c'est ahurissant. Et alors hier on a rallumé des centrales à charbon. On a rallumé les centrales à charbon en hauteur d'une certaine puissance, et Fessenheim avait une puissance plus importante. Donc, est-ce que si on n'avait pas fermé Fessenheim, on aurait évité le charbon ? C'est une question qu'on peut aussi se poser dans les décisions qui ont été prises. Oui, bien sûr, sauf que Fessenheim était quand même âgé. Le problème, c'est de ne pas voir recaréner à temps centrales nucléaires, c'est de ne pas construire de nouvelles, c'est de pas faire les investissements qu'il faut. Là-dessus aussi, monsieur Emmanuel Franck Catimini a décidé d'arrêter la recherche sur... Non mais attendez, là, il ne faut pas vous laisser dire ça. Dire ça. Les projets de recrutement de Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, c'était décidé par le gouvernement Ayrault, sous la présidence de François Hollande. Pour construire des centrales nucléaires, ça se prépare. Ce sont des projets à 10 ans. Emmanuel Macron est là depuis 3 ans. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que ce gouvernement détruit toutes les filières industrielles. Emmanuel Macron est là depuis... On est quand même dans le long terme. On n'est pas dans le court Emmanuel terme. Macron nucléaire, ça ne se fait pas comme ça dans les doigts pour se créer. C'est pas vrai. Non, mais là, on est plus sur les éoliennes que sur le nucléaire. Hein. Et puis c'est faux, de toute façon c'est faux. Monsieur Emmanuel Macron est là depuis 8 ans maintenant, et je vous rappelle qu'il était... Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Oh, mais non, vous pouvez pas dire ça. Vous savez très bien qu'Emmanuel Macron avait face à lui Michel Sapin, qui le coupait dans tout. C'était le problème de François Hollande, il était entre les deux. Sauf pour la vente d'Alstom. Mais bien sûr que oui, sauf pour la vente d'Alstom, vous avez un rapport parlementaire qui a été fait par un député LR, qui est présidé par un député LR, monsieur Marlex. Vous pouvez vous y référer et vous verrez bien l'implication de M. Emmanuel Macron dans la vente d'Alstom à General Electric. Vous savez très bien qu'il y a une stratégie industrielle, c'est du court terme et c'est à peu près 10 ans.
Alors ne dites pas que c'est Emmanuel Macron et ce gouvernement qui sont responsables de tout. Il est dans la continuité. Pas crédible. Et il ne fait rien. Et puis, ce que M. Macron a décidé, c'est d'arrêter la recherche sur les générateurs de quatrième. Moi, je veux bien être. De quatrième génération. Allez, faut qu'on s'arrête pour le journal et puis on se retrouve tout de suite après avec vos commentaires. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec des pour, des contre. Tout le monde a la parole. 0826 300 300 avec aujourd'hui Mathieu Alterman, journaliste, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Alors Kevin Bossuet, on ne vous a pas entendu, on n'a pas entendu votre coup de cœur. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc un coup de cœur pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, mais également pour Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, qui ont aidé avec l'aide, qui ont décidé, si vous voulez, de tenir tête à l'Europe de Bruxelles, qui veut conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Et pour cela, le Premier ministre hongrois et le Premier ministre polonais ont décidé de bloquer le plan de relance de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise de la Covid-19. Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec eux parce que ce que Bruxelles met derrière état de droit, c'est tout bonnement un verrou idéologique qui s'oppose à la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que finalement, qu'est-ce que l'état de droit au sens originel du terme, c'est l'État qui doit être encadré et contrôlé par le droit. Or, c'est évidemment le cas de la Pologne et de la Hongrie. La vérité, c'est qu'on a ici une vision complètement idéologique parce que qu'est-ce que reproche l'Europe de Bruxelles à la Pologne? C'est d'avoir une vision conservatrice de la société, de ne pas forcément être favorable au mariage homosexuel ou d'avoir une vision très conservatrice sur des sujets de société comme l'avortement ou l'euthanasie. Moi, je suis pour l'avortement, mais c'est leur droit d'avoir pour la Pologne cette vision-là. Et puis, qu'est-ce qu'on reproche à la Hongrie? Évidemment, de défendre les valeurs chrétiennes de la Hongrie et de l'Europe et de mener une politique anti-migrants et de lutter contre une société multiculturelle. Moi, j'aimerais quand même rappeler que le gouvernement d'Orban et le gouvernement polonais sont le fruit de la démocratie et je trouve un peu bizarre qu'on parle de l'état de droit tout en remettant en cause le choix des peuples, leur choix tout simplement démocratique. Donc, on fiche la paix à ces peuples. Qui sommes-nous en Europe de l'Ouest pour accuser de dérives totalitaires des peuples qui se sont séparés, qui ont lutté contre le totalitarisme nazi et le totalitarisme communiste. Je crois qu'il faut laisser les peuples vivre comme ils veulent parce que sinon, on va accroître cette fracture entre l'Europe de Bruxelles et les peuples européens. Kevin, excusez-moi, je voudrais intervenir. Vous réjouissez que du coup la France ne touche pas des milliards qu'elle aurait dû toucher suite à ça? Parce que la France est pénalisée quand même. Oui, mais je pense que outre l'aspect économique, il y a un aspect identitaire, il y a un aspect démocratique. Et moi, je suis très content que des gouvernements en Europe de l'Est luttent pour faire respecter les choix démocratiques des peuples et luttent pour défendre l'identité européenne et l'identité, là, pour le coup, hongroise et polonaise. Vous êtes de mauvaise foi parce que, imaginons que la Turquie fasse partie de l'Europe, vous n'auriez pas le même discours. Sur les mêmes questions. Mais la question n'est pas là, puisque la Turquie ne fera jamais partie de l'Europe, tout simplement. Je vous dis, si elle l'était, ils auraient exactement la même attitude et vous ne prenez... Non, mais la vraie question, c'est cette règle de l'unanimité qui est une absurdité maintenant. Et on voit très bien que ça ne fonctionne plus. On ne peut plus avoir une unanimité de l'ensemble des membres de l'Union européenne sur des sujets pareils. Ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent avoir des aides, ils avancent. Ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui sont à la traîne, ils n'avancent pas. Mais cette règle de l'unanimité est une absurdité. Il faut vraiment revenir dessus. La preuve, c'est qu'il y a deux pays qui sont plus ou moins en marge. Non, il y a plus que deux pays, il y a la Slovénie aussi. Non, mais non, il y a deux pays qui se sont opposés sur 28. Donc il y en a 26 qui sont d'accord, il y en a 2 qui sont contre. Et bien ça bloque le système et ça bloque effectivement la possibilité de toucher les aides alors qu'on est dans une crise économique majeure. Et c'est un gadget. On ne peut plus continuer comme ça. C'est un symbole de communication. Parce que vous pensez bien que les pays européens ne vont pas intervenir après au sein de ces pays pour leur faire changer leurs lois. On le sait, ils ne le feront pas. C'était juste symbolique. Donc ils ont vu qu'il y avait un moyen de faire bloquer, ils l'ont utilisé et on se retrouve dans une impasse. À cause de la règle de l'unanimité. Qui devient un mot, Georges, puis on va passer à nos sujets.
Et Jérôme Dubus a raison, la règle de l'unanimité est complètement stupide. Et nous avions raison, tous ceux qui, en 2005, appelaient à voter non au TCE, puisque c'était un des arguments principaux, de se mettre dans une situation totalement antidémocratique, où il faut que la totalité des pays soient d'accord pour changer la moindre virgule. Mais pourtant, c'est ce qui a été imposé contre la volonté populaire en France en 2008, avec le traité de Lisbonne, et on se retrouve coincé sur tous les sujets. Là, c'est vraiment une question de procédure. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les uns et les autres, c'est complètement débile comme système. Mais on s'est mis dans ce système, et il n'y a pas moyen d'en sortir sans changer ces traités. Et une remarque pour Mathieu, je suis bien content si on ne touche pas ces 40 milliards. Parce que je vous rappelle que nous, on rembourse 67. Alors, si on pouvait éviter de se mettre 27 milliards sur le dos supplémentaire, ça serait très bien. Vous savez que nous ne sommes pas dans une situation dite normale, que nous sommes dans une situation quand même sanitaire inquiétante et qu'on ne peut pas comparer un déficit budgétaire qui dure sur la longueur avec un déficit budgétaire lié tout de même à une crise qui va être ponctuelle, on l'imagine. Je croyais qu'il ne fallait pas faire de dettes pour les générations futures. Oui. Non, mais c'est pas pareil, il y a dette et dette. La dette n'a rien à voir avec une dette, la dette qu'on connaît depuis des décennies, c'est pas pareil. La dette est là. Allez, on va revenir à un autre sujet d'actualité. Donc, un des sujets qui fait débat, Emmanuel Macron veut dissuader les Français d'aller skier à l'étranger. On a envie de se dire qu'allait-il faire dans cette galère. Ce matin, Jean Castex a fait le service après-vente et il a annoncé la mise en place de contrôles, de tests et de quarantaine de 7 jours pour la période de fin d'année. Emmanuel Macron avait dit s'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français et pour ne pas créer de situation de déséquilibre avec les stations en France. Comment vous avez réagi à cette déclaration du président de la République? Parce que normalement, les peuples sont normalement libres de circuler, les frontières ne sont pas fermées. C'est assez étonnant, non, comme réflexion? On n'empêche pas les gens de circuler. On leur dit, faites attention, n'allez pas dans des stations qui sont ouvertes parce que les nôtres sont fermées et que, la pandémie est encore là, et deuxièmement, il y aura des risques de déséquilibre économique. Alors, l'Italie a fermé ses stations, l'Allemagne a fermé ses stations, la France a fermé ses stations. Il y en a deux, dont un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est la Suisse, qui a décidé de laisser ouvert les stations, et surtout l'Autriche, qui est dans l'Union européenne. L'Autriche pose problème, c'est évident. On ne voit pas très bien pourquoi ils se mettraient à ouvrir leurs stations alors que les 3 grands pays les plus importants les ont fermées. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas eu, une fois de plus, ça rejoint le débat qu'on a eu tout à l'heure, il n'y a pas eu de décision commune de l'Union européenne sur ce sujet, donc chacun fait un peu ce qui lui plaît, et c'est un peu dommage. Voilà. Quant à la possibilité de contrôler à la frontière, ça, excusez-moi, mais moi, je n'y crois pas une seconde. Non, déjà qu'ils ont du mal à contrôler. Ça ne se fera pas. Réaction d'un auditeur. Macron, si européen, donc pour la libre circulation des biens et des personnes, devient champion du blocage des frontières entre pays pour le ski, c'est absolument ubuesque. Et les menaces de Castex pour ceux qui iraient skier en Andorre, par exemple, c'est plutôt mesquin. Parce qu'effectivement, il y a Andorre aussi. Non, mais il n'y aura pas de blocage. Oui. C'est surtout qu'on est en train de dire... il n'y aura pas de blocage des frontières, on va arrêter. Oui, mais attendez, en gros, il va falloir acheter des grandes tablettes de chocolat pour dire non, on n'est pas les skis, on est allé acheter du Toblerone. Mais c'est ridicule parce qu'on n'utilise même pas l'argument sanitaire, on utilise l'argument économique. On dit, vous allez favoriser des endroits qui sont restés ouverts au détriment de nous qui sommes restés fermés. Imaginons que Kevin, qui est prof, qui est là aujourd'hui, qui dise à ses élèves, s'il vous plaît, les bons, vous allez moins bien travailler pour pas faire de peine aux mauvais qui ont 4 sur 20 de moyenne. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui arrivent à gérer avec un protocole sanitaire extrêmement strict, puisqu'ils restent ouverts, et on leur dit, nous, on n'arrive pas à gérer parce qu'on ne punit pas, parce qu'il y a un problème d'autorité, on va en parler après, donc on bloque tout, on vous interdit de venir. C'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est pas un argument possible. C'est pas parce qu'on ne sait pas s'ils vont bien gérer. Je suis parfaitement d'accord.
je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, ce qui me fait rire chez Jérôme Dubus, si vous voulez, c'est quand on l'écoute, tout est de la faute des autres pays. L'Autriche pose problème, la Pologne pose problème, la Hongrie pose problème. À l'écouter, finalement, on va faire la France avec l'Europe et avec l'Europe toute seule. Donc, à un moment, il faut un petit peu se remettre en cause et arrêter de dire n'importe quoi. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on n'arrive pas en France à réguler l'immigration, on n'arrive pas à retenir à la frontière les gens qui rentrent sans papier. Et là, Emmanuel Macron nous raconte qu'on va empêcher de sortir les gens pour aller faire du ski. Puis c'est même complètement ubuesque, puisqu'on pourra aller faire du ski, on pourra aller dans les stations d'hiver, mais on ne pourra pas faire du ski. Mais comment prouver qu'on y allait pour ne pas faire de ski? Enfin, c'est ridicule tout ça. Enfin, on a une gestion calamiteuse du gouvernement depuis des mois. Moi, si j'étais à la place de Jérôme Dubus qui défend ce gouvernement, j'aurais honte et je me sentirais très mal à l'aise. Alors, il va vous répondre. Il va vous répondre dans un petit instant, Jérôme. Jérôme, vous allez répondre dans un petit instant. Petite pause, 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez cette intervention du président de la République hier? 0826 300 300 à tous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, vous deviez répondre, Jérôme Dubus, à cette accusation qui vous a été faite d'avoir honte de défendre ce gouvernement. C'est vrai que ce matin, Jean Castex était chez Jean-Jacques Bourdin et c'était assez ubuesque quand même, ces explications, cet isolement de 7 jours pour les personnes parties skier. Le journaliste lui posait la question en disant « Mais qui va prouver que je suis allé skier et si je me fais prendre en train de skier, qu'est-ce qui va se passer ?» Il est resté un peu la bouche ouverte en disant vous serez confinés. Donc on a le droit d'aller en Belgique parce qu'il n'y a pas de station de ski, mais on n'a pas le droit d'aller en Suisse. Enfin, c'est je crois que Ubu, Kafka, tout ça réuni. Non, Jérôme. Oui. On a le droit d'aller en Suisse, mais pas de skier. C'est un peu différent. Simplement. Il y a quoi? Vous allez mettre un flic, un douanier derrière chaque Français? Vous vous rendez compte de l'absurdité de cette mesure? Valérie, en fait, attendez, laissez-moi répondre parce que j'ai été gravement attaqué par un polémiste, par un pseudo-polémiste, un polémiste en herbe. Il a fait de sa polémique son fonds de commerce, finalement, c'est ça. Mais quand on lui demande ce qu'il ferait, il ne sait pas, évidemment, comme tous ceux d'ailleurs qui critiquent aujourd'hui les décisions du gouvernement. Ils n'ont strictement rien à proposer en face. C'est pas vrai. Alors, moi, j'ai assez de recul. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Attendez, mais laissez-moi terminer. Moi, j'ai assez de recul pour dire ce que je pense. Et quand le gouvernement prend des mauvaises décisions, et notamment dans cette lutte contre le Covid, je l'ai dit clairement. J'ai dit clairement qu'il ne fallait pas fermer ni les coiffeurs ni les librairies, par exemple. Bon, maintenant, on arrive à les ouvrir à nouveau, tant mieux. Mais sur l'affaire des stations de ski, c'est quand même un vrai problème. Le problème, ce n'est pas dans la journée. Le problème, c'est pas dans la journée. Tout le monde va skier, tout le monde est à l'air, etc. Il n'y aura pas de contamination. Le problème, c'est le soir. Comment contrôler les gens le soir dans des stations de ski? Vous savez très bien ce qui se passe. Bon, les gens se réunissent. Oui. Alors, je vous pose une question. Est-ce que j'ai le droit d'aller en Suisse, manger une fondue pour être bien dans le cliché, boire du vin chaud et du génétique? Aller à la banque. Et puis non, mais puisqu'on dit que c'est dans les rencontres que c'est donc pas de faire, c'est donc pas de faire du ski qui pose problème. Ce qui pose problème, et on le comprend, ce sont les restaurants. Mais vous n'êtes pas obligé de faire du ski. Oui, mais on n'est pas obligé de faire du ski pour aller au restaurant. On peut aller au restaurant sans faire de ski. Mais non, mais les gens vont pas partir le soir. Ils sont accueillis, ils restent dans la station. Et vous savez très bien comment ça se passe. Non, mais attendez. La pandémie. Oui. Il y a des gens qui se réunissent dans les villes. On voit, j'arrête pas de répéter cet argument, il suffit d'aller sur Instagram, vous voyez les stories sur Instagram de tas de gens qui font des fêtes partout sans être inquiétés. En plus, on voit exactement les lieux. Il y a eu une fête à Joinville la semaine dernière, dans le même lieu qu'une semaine auparavant. Il y a des tas de gens qui font des fêtes partout. Il y a eu un cas à Joinville. Il y a plus de gens qui font des fêtes en dehors des stations de ski, parce que c'est plus grand que dans les stations de ski. Enfin, il y a un moment, en même temps, j'ai envie de vous dire, qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. C'est un petit peu ça, le truc. Mais non, mais je comprends pas. En fait, alors, je comprends pas. On va faire tourner la parole. Les gens se réunissent partout dans le pays. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème d'autorité et on n'arrête personne. Ouais. Et les amendes en question, les amendes sont trop basses. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de gens qui se réunissent au ski qu'à Paris, en Ile-de-France ou n'importe où.
Ouais. Ah bah si, bien sûr que Alors, si. Ah non, Mais non, ça n'a... Georges Kuzmanovic. Vous l'avez dit, Valérie, tout ça n'a absolument aucun sens, n'a ni queue ni tête. Là, vous cherchez des justifications, Monsieur Dubus, pour une décision qui réellement n'a ni queue ni tête. C'est en hauteur. C'est la même que l'Allemagne, c'est la même que l'Italie. Mais oui, il peut y avoir ni queue ni tête. C'est à partir de 1800 mètres. On devrait avoir honte de soutenir Mme Merkel, alors aussi. Mais oui, on devrait avoir honte, exactement. Et c'est à partir de 1800 mètres, il fait froid, c'est en extérieur, il n'y a pas de contamination en extérieur. Et l'argument selon lequel les gens se réuniraient, ils ne se réunissent pas puisque les restaurants et les discothèques sont fermés. Donc de toute façon... ils se réunissent chez eux. Enfin, et puis, voilà, j'ai de la famille en Haute-Savoie, j'ai de la chance d'avoir fait pas mal de ski dans ma vie. On fait quoi si par exemple sur le domaine des Portes du Soleil, du côté des jets d'Avoriaz, je mets mes skis en peau de phoque, c'est-à-dire les skis de chasseur alpin, et je monte et je passe la frontière et je vais jusqu'au Crozet en Suisse. Ou même je skie en France, moi tout seul, dans mon coin, dans un rayon de 20 km, dans ma balade. J'ai le droit, puisque c'est ce qui est autorisé par le petit fascicule qu'on s'imprime. Mais vraiment, tout ça est absolument absurde et le gouvernement devrait s'occuper d'autre chose que d'aller traquer quelques personnes qui vont aller skier. Je pense que ça ne concerne pas grand monde. Oui, d'aller pouvoir skier en Suisse, Hackstatt, Verbier et autres, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis, mais pas trop de contrôle pour ceux qui vont dans ces coins-là, en particulier en Suisse, pour y déposer de l'argent. Mais ce que je ne comprends pas très bien, Jérôme Dubus, c'est vous qui êtes là, représentant de La République En Marche ce matin, j'ai interrogé, moi, plusieurs agents... Oui, parfait, vous avez l'habitude. C'est pas fait. Merci Valérie. Non, mais vous avez l'habitude, vous savez. J'ai interrogé plusieurs agents de voyage qui me disent on explose sous les demandes de voyage pour Noël. Les Antilles marchent très bien, le Costa Rica, il y a plein de destinations, sauf celles qui sont fermées, États-Unis, Canada, Asie, qui sont en pleine demande. Même la Suède est un pays qui est demandé. Donc, quel est... Je n'arrive pas à comprendre ce qui a provoqué chez Emmanuel Macron ce focus sur le ski, alors qu'il y a des milliers de Français qui vont partir en vacances dans des pays étrangers et où ils iront au restaurant, ils se réuniront, ils feront la fête et voilà. D'abord parce que, premièrement, l'Europe a été extrêmement touchée par cette deuxième vague, et notamment les pays dont on a parlé tout à l'heure, qui ont des domaines skiables. La Suisse a été bien plus touchée par la deuxième vague que la première vague, et l'Autriche, c'est pareil. L'Autriche avait pas mal géré la première vague, elle a beaucoup moins géré la deuxième vague. Donc déjà, on a un problème sur ce sujet-là. Et deuxièmement, la France n'est pas la seule à avoir pris cette décision. L'Italie a pris la même décision, a fermé ses stations, et l'Allemagne a pris la même décision. On n'est pas quand même chez des fous. Il y a quand même des raisons pour que 3 pays majeurs en Europe aient pris la même décision. C'est pas par hasard. La décision d'interdire leur population d'aller skier ailleurs où c'était ouvert, c'est ça qu'on voudrait savoir. Non. C'est pareil, en Allemagne, c'est pareil. Les gens ne pourront pas aller en Autriche. Ils n'ont pas empêché les gens d'aller skier en Suisse, en Allemagne ou en Italie. Vous pouvez compter un peu, attendez, avant d'être coercitif, vous pouvez compter sur la solidarité et sur le sens de la responsabilité des gens. Si les gens se précipitent dans les stations, j'allais dire tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'ils vont contaminer les autres. Et ça, c'est un problème de responsabilité personnelle. N'importe quoi. Mais ça, on est d'accord si c'était le cas sur tout le territoire national. Alors, si c'était sur tout le territoire... Pardon, si c'était sur tout le territoire, M. Dubus, ça serait logique. On comprend très bien que ce que ne veut pas le gouvernement, c'est que les gens aillent dans tous les sens, se croisent, et c'est pour ça que ça a été fermé en Italie, c'est pour ça que c'est fermé en Allemagne. Mais à ce moment-là, il faudrait interdire tous les déplacements, et pas les voyages vers la Martinique ou la Suède, comme ça a été dit, ou voir Mémé du côté de partout en France. Or, ce n'est pas interdit. De toute façon, il y aura énormément de déplacements, ce qui fait que cette décision spécifique sur la Haute-Savoie, et d'ailleurs, qui va souffrir considérablement, c'est 150 000 emplois. Ces gens-là, je ne sais pas comment ils vont s'en relever. On se demande, mais pourquoi en fait, quelle est la logique, vu qu'il y aura des déplacements interrégionaux dans tout le reste de la France. Absolument. Oui. Kevin Bossuet. Alors,
Oui, tout cela est ridicule. Alors moi, si je suis un pseudo-polémiste ou un polémiste en herbe, avec Jérôme Dubu, on est dans le pseudo-politique, et là, on n'est même plus dans l'herbe, on est dans les tréfonds de la sottise. Je veux dire, à partir d'un moment, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, moi, si vous voulez, vous nous dites qu'on ne ferait rien à votre place, mais si, on ferait autre chose. Regardez ce qui se passe ailleurs. Par exemple, sur l'ouverture des restaurants, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Irlande ou en Suisse, on commence à rouvrir les restaurants, certes avec des jauges à 40 ou 50%, ou certes avec des couvre-feux, mais on commence à le faire. Donc ne dites pas, vous n'avez pas la science infuse, monsieur Dubu. Enfin, à un moment, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et puis moi, ce qui je trouve profondément honteux, c'est que vous parlez de coercition, mais c'est vous qui êtes dans le coercitif. D'ailleurs, vous fermez les stations de ski, mais tout était prêt dans ces stations. Les pompes à neige étaient installées, on avait déjà mis de la neige artificielle, les remontées mécaniques étaient déjà en train de fonctionner, tout simplement parce qu'il faut un temps de maintenance. Tout était prêt, ces gens avaient rempli les conditions sanitaires pour pouvoir accueillir des gens, et du jour au lendemain, vous fermez ces stations. On n'y comprend plus rien, surtout que le ski, c'est une activité en plein air. Donc évidemment, la chance de se faire contaminer, la malchance plutôt de se faire contaminer par la Covid-19 est relativement faible. Et c'est partout pareil. Regardez ce que vous faites dans les magasins. Là, vous autorisez de nouveau l'ouverture des magasins avec le respect de 8 mètres carrés. Mais de l'autre côté, vous avez interdit tout d'abord l'interdiction de célébrer des messes dans des églises, puis vous êtes ravisé en limitant à quelques personnes. Alors c'est la même chose que si on est dans une chapelle, intervenir entre 30 personnes. Tout cela n'a plus aucun sens. On est dans l'absurdité la plus totale. La vérité, c'est que le gouvernement ne sait pas comment empêcher des rassemblements de jeunes, en gros des moins de 30 ans. Donc plutôt que de confiner une catégorie de la population qui respecte moins que les autres, qui sort beaucoup, qui va beaucoup de ski et finalement fait des fêtes, on essaie de bloquer les bars, le ski, parce qu'on se dit que les moins de 30 ans font des fêtes le soir. C'est ça, c'est le point commun, le dénominateur commun entre toutes ces fermetures, c'est que ce sont des lieux fréquentés par les moins de 30 ans qui font la fête. Voilà. Il faut être un peu responsable. Moi, je veux bien tout entendre, mais ce qu'a dit Kevin Bossuet est totalement hallucinant. C'est hallucinant, parce que si on avait suivi ce qu'il avait dit, on aurait tout laissé ouvert. Aujourd'hui, on ne serait pas... Non. Si, on dans aurait le respect des gestes barrières, monsieur. On ne serait pas à 10 000 personnes contaminées par jour, on serait peut-être à 100 000. Je rappelle qu'il y a un mois, on était à 60 000 contaminations par jour. Aujourd'hui, on est à 10 000. Moi, je veux bien que vous passiez votre boule de cristal, elle est intéressante, puisque vous voyez en matière de couvre-feu. Si on ne les avait pas pris, cher monsieur Bossuet, vous seriez vraisemblablement à 100 000 contaminations et vraisemblablement sur une pente de 100 000 morts. Voilà. Allez, donc, si vous voulez 100 000 morts en France, mais laissez-moi douter de ce que vous racontez. Assumez. Non, mais mais j'assume rien, moi. Je ne lis pas dans l'avenir. Je suis historien, j'étidie le passé, mais apparemment, vous étudiez l'avenir. Non, mais il y a eu des résultats. Non, mais il y a eu des résultats. Kevin, il y a eu des résultats il y a eu des résultats évidents suite à la fermeture des restaurants et des. Je suis d'accord avec vous, mais simplement il faut respecter les gestes barrières. On arrive à des décisions qui sont complètement hallucinantes, qui ne sont plus comprises par le peuple français. À un moment, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Évidemment qu'il faut lutter contre la Covid-19, mais de manière rationnelle, en pensant également aux restaurateurs, en pensant également aux propriétaires des stations de ski, à tous ces gens qui travaillent. Mais tout simplement. Allez, faut marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chérie, c'est le Black Friday chez Netto. Le quoi? La semaine exceptionnelle. Jusqu'au 6 décembre, l'aspirateur balai 2 en 1 Thomson à 99,90 € est à moins 50%, soit 49,95 €. Netto, le discounter qui fait la différence. Nombreux accessoires garantis 2 ans, quantité limitée à 1650 pièces. Plus d'informations sur netto.fr. Connaissez-vous le Opel Schwarze Freitag? Ça veut dire Opel Black Friday en allemand. L'occasion de découvrir des offres exceptionnelles sur toute la gamme et de profiter de l'excellence allemande. Enfin, Deutsche Excellence si vous préférez. Et oui, c'est le Opel Black Friday. Et vous avez jusqu'au 5 décembre pour profiter de la qualité allemande. À découvrir dans toutes les concessions Opel, même le dimanche. Ouverture selon autorisation. Sud Radio, sur la Côte d'Azur, à Menton, sur 97.9. Nocibé. Chez Nocibé, il n'y a pas de petits cadeaux, il n'y a que de grandes surprises. Jusqu'à ce dimanche, profitez de moins 30% sur tous les coffrets parfums. Nocibé, la beauté libérée. Et Click and Collect, c'est en 1 heure seulement sur nocibé.fr. Conditions et liste des magasins participants sur nocibé.fr. Ce Noël, avec Decathlon, offrez de quoi impressionner les copains. Wow, elle est trop bien ta
trottinette. De quoi rendre un peu jaloux les copains. Mais la mienne aussi, elle est trop bien, hein. Et de quoi s'amuser avec les copains. Wouhou, c'est trop bien. À Noël, c'est à vous de jouer avec Decathlon. Cette semaine, pour l'achat d'une trottinette mid-neuf Oxelo à 75 €, le casque est à seulement 1 € de plus. Casque Play 5 d'une valeur initiale de 13 €. Et pour encore plus de sport, tous nos magasins sont ouverts ce dimanche. Valérie Expert de retour dans quelques instants sur Sud Radio. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez un dossier spécial sur le docteur Didier Raoult. Et si c'est lui qui avait raison? Nos révélations. Valéry Giscard d'Estaing, son aveu sur la politique d'immigration. Dans Journal de France, pourquoi Brigitte Bardot a le cœur brisé? Gros plan sur Montebourg, il enrage contre notre administration. Exclusif, Estelle et David Hallyday, une histoire qui continue. Valérie Lemercier, la nouvelle Céline Dion. Journal de France, un magazine Lafon Presse, en vente chez votre marchand de journaux. Cdiscount. La Black Week, c'est en ce moment. Des offres exceptionnelles vous attendent dès aujourd'hui sur Cdiscount. Cdiscount. Black Week, semaine noire jusqu'au 4 décembre. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlions donc de cette interdiction pour les Français d'aller faire du ski à l'étranger. Écoutez ce que déclarait Jean Castex ce matin chez nos confrères d'RMC. L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations. Non, mais empêcher comment? Eh bien, on va instaurer, le préfet des départements limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière. Exactement. Et que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Voilà, donc je sais pas comment. Moi, ça m'a fait. On rit en tout cas. On voit l'année prochaine, je skie au mois de juillet, j'ai envie de vous dire. On va demander à M. Bossuet, il doit avoir la solution. C'est Elisabeth Lévy qui ce matin a parlé de la brigade des... Je vais faire l'avocat du diable, je vais défendre Kevin. En gros, ce qui l'ennuie, c'est qu'on veut mettre du ferme sur du mou. C'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire Tout à fait, Mathieu. La poudreuse. Donc ça ne peut pas fonctionner. Il y a eu un tel manque de contrôle et de fermeté en amont que toutes les nouvelles propositions faites dans ce sens aujourd'hui ne sont plus crédibles. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je pense que les Français préfèrent une fermeté, même quand ils ne sont pas d'accord, plutôt qu'un truc un peu hybride, un peu mou, où on ne comprend rien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent plus rien. C'est tout. Il y a aussi des spécialistes, il y a des spécialistes qui nous disent aujourd'hui que le premier confinement était beaucoup trop dur, n'est-ce pas? Je me souviens des déclarations d'un certain nombre de gens à l'époque, au mois de mars-avril. C'était beaucoup trop dur, il ne fallait pas confiner la France généralement, il fallait confiner par région, etc., parce qu'il y a des régions qui n'étaient pas touchées, notamment à l'ouest de la France. Les mêmes aujourd'hui, vous disent exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait dû refaire aujourd'hui un confinement général. On trouvera toujours des gens qui vont se dire c'est pas une majorité. N'importe quoi. C'est tout. Mais qui raconte raconte tout et n'importe quoi, la vérité, Jérôme Duss? La vérité, c'est des commentateurs, des médecins. Monsieur Dubu à la vérité, apparemment. On a entendu tout et son contraire de la part de gens qui nous disaient que même il n'y aurait pas de deuxième vague, souvenez-vous, au mois de juin. Il y a des gens qui nous disaient mais surtout de la part du gouvernement. Le gouvernement nous disait de partir en vacances serein, qu'il n'y en aurait pas. Donc à un moment, il faut être un peu cohérent, Jérôme. Le gouvernement n'a jamais dit ça. Il nous a incité à partir en vacances. Donc forcément, nous, on l'a pris comme partir en vacances, il n'y a plus de problème, la crise est derrière nous. C'est ce qu'ont compris les Français. Donc la preuve qu'en termes de communication, vous êtes nuls. Je suis désolé, mais c'est dramatique. On est sots, on est nuls. Mais tout à l'heure, on comprend rien. Vous allez arriver au pouvoir, monsieur Bossuet. C'est pas un problème de vous êtes nuls. C'est que le déconfinement, c'est pas bien passé. Et ce qui est étrange, c'est que c'est le monsieur responsable de ce déconfinement qu'on a mis à la tête du gouvernement. C'est ça qui est absurde. Aujourd'hui, plus personne ne critique le premier confinement. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il était nécessaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu la première fois? New York a confiné. Ils ont déconfiné avec des établissements, avec les restaurants et les commerces, mais avec une fermeté terrible. C'est-à-dire qu'un seul restaurant ne respectait pas les normes sanitaires. Il a été fermé, mais immédiatement dans l'heure. Il s'est passé cet été, énormément de restaurants ont été ouverts et il n'y a eu aucune fermeté. Plein de gens n'ont pas respecté. Vous avez d'ailleurs des restaurateurs furieux qui ont fait des efforts, qui se disent on paye pour les mauvais élèves. Et il n'y a eu aucune fermeté. Et là où il en fallait. C'est ça le problème. C'est ce que je vous dis, c'est le mou, c'est le dur sur du mou. Ça peut pas fonctionner. Donc c'est quoi? Donc c'est le problème Castex. C'est ça le problème. C'était un des thèmes qu'on voulait aborder. C'est la crédibilité de Jean Castex. Alors, on vous écoute.
Oui, alors moi je suis d'accord, si vous voulez, avec Jérôme Dubuis sur une chose, c'est qu'en effet, je n'aimerais pas être aujourd'hui au gouvernement. On va finir par parce qu'en effet, la situation est très compliquée et c'est vrai que la critique est facile. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point. Le problème, c'est qu'il n'y a personne en France pour incarner cette politique. Enfin, on nous a mis Jean Castex. Enfin, Jean Castex, il fait un peu vieille institutrice, il lui manque juste les bavaristes presque. Et là, et pour être un bon instituteur, il faut avoir l'art de la pédagogie. Sauf que Jean Castex, quand il s'exprime, on n'y comprend rien. Il fait des phrases à rallonge, il s'en mêle les pinceaux, les Français ne comprennent rien. Et puis, un bon instituteur, c'est celui qui a de l'autorité, sauf que Jean Castex n'a aucune autorité. La preuve, il va ce matin dans les médias nous raconter que si jamais on franchit la frontière pour faire du ski, oulala, attention, on va être isolé 7 jours. Donc, il n'y a aucune incarnation de cette politique à la tête de l'État, et c'est ça qui est désastreux. Oui. Comment est-ce que Georges Kuzmanovic, si vous passez la frontière entre la France et la Suisse, comment est-ce que vous avez mesuré que vous avez skié ou que vous avez déposé des labos d'or? Je vous ai dit, prenez des tablettes de chocolat dans la voiture. C'est génial. Alors, il y a un début de piste, puisque la France demande à Madrid de réserver les stations de ski catalanes aux Espagnols. Donc, il va falloir que vous montriez votre passeport, votre carte d'identité pour pouvoir avoir accès aux remontées mécaniques. Non, et les binationaux comme Manuel Valls, donc lui pour aller skier. C'est même pas ça. Lui pour aller skier. Il va falloir montrer un justificatif de domicile qui montre qu'on est bien résident de l'endroit, sauf que énormément de gens ont des chalets. Donc ils ont des domiciliations sur place, donc ça n'a aucune valeur. Ils vont montrer leur Mais ils vous empêchent pas d'aller prendre l'air. Ils vous empêchent pas d'aller prendre l'air. Ils ne veulent pas qu'il y ait de rassemblement de stations de ski ouvertes avec un rassemblement de Français, d'étrangers qui soient là et qui se mélangent. Pour le coup, Emmanuel Macron s'est séparé d'Édouard Philippe parce qu'il lui faisait de l'ombre. Il est à l'abri maintenant. Ouais. Stratégiquement, bravo. Il fait pas le job pour vous, Jean Castex? Mais non, mais c'est pas pour moi. C'est que il apparaît à la télé, on regarde et les gens s'échangent des messages en faisant quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Il ne convient pas pour le job. Ça ne fonctionne pas. On le voit qu'il y a un problème de casting. On voit surtout que le président de la République Georges Kuzmanovic menacé dans son camp par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et qu'il a choisi un ministre qui lui ferait moins d'ombre. C'est clair et net. Je pense qu'il y a un moment, il fallait changer Arrive en 2022. Mais à la base, c'était pas une mauvaise idée de prendre quelqu'un comme Jean Castex au départ, sur le principe. Je vais vous prendre un exemple de pop culture. Je sais pas pourquoi. Je vais prendre un exemple de pop culture, c'est la même chose que quand on a remplacé Sean Connery dans le rôle de James Bond par George Lazenby, qui est un acteur australien qu'on a fait qu'un seul, où tout le monde s'est dit c'est la même chose. Sean Connery, c'est sympa pour Édouard Philippe. Ouais. Et le problème de Jean Castex, le problème de Jean Castex, c'est qu'on nous l'a présenté comme un élu local proche des Français. En vérité, c'est un technocrate qui prend des décisions qui sont complètement déconnectées des réalités. Et on nous a présenté au début, Jean Castex nous disait il va réconcilier Paris avec les territoires. Mais c'est exactement le contraire. Puisque, regardez, tous les acteurs des stations de ski, des stations de sport d'hiver ont été... il y a eu une réunion le lundi. Et quelques jours après, on a pris de manière arbitraire une décision de fermer toutes les stations de ski. Et ça n'a pas été compris. Voilà le problème, c'est que c'est de la technocratie dans toute sa splendeur avec des décisions qui sont absurdes et qui sont incomprises. Et le malaise démocratique est de plus en plus grand dans ce pays. Mais Kevin, je rebondis. Technocratie qui est due au manque d'autorité et de fermeté. C'est une balance. Moins on a d'autorité et de fermeté, plus la technocratie augmente parce qu'on veut combler un manque. C'est de la technocratie par défaut. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, Jérôme Dubuis, je ne veux pas vous remettre en difficulté, mais un certain nombre d'annonces, de mesures difficiles à comprendre sur le fait que on peut pas, les chasseurs ont le droit d'aller chasser, mais qu'on peut pas aller en forêt, que les églises vont ouvrir, mais pas les cinémas ni les stades. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Valérie, moi, je vais vous dire ma vérité personnelle. Hein. Je n'aurais pas changé Édouard Philippe. Voilà. Mais je ne suis pas Emmanuel Macron. Je pense qu'Édouard Philippe avait parfaitement fait le job lors du premier confinement, que Jean Castex, dans sa gestion du déconfinement, monsieur déconfinement, n'est pas élu, enfin, n'est pas en responsabilité politique, avait plutôt pas mal fait le job, contrairement à ce qui a été dit. Moi, je rappelle que
Dans d'autres pays, c'est très compliqué aussi. On nous avait vanté les charmes du déconfinement israélien, ils ont été les premiers à reconfiner. On nous avait au contraire dit que l'Italie, c'était la catastrophe. Ouais, sauf que les Israéliens ont réagi immédiatement. Et finalement, ils n'ont pas si mal géré que ça. Ils ont réagi immédiatement avec Israël en 24 heures. C'est très compliqué pour tout le monde. On a affaire à une pandémie qu'on ne connaît pas. Et les décisions politiques qui sont prises sont extrêmement compliquées à prendre. Maintenant, je vous le redis, moi, je n'aurais pas changé Édouard Philippe. Je l'aurais laissé en place, même s'il commençait à faire de l'ombre, effectivement. Mais il y a un moment où il faut regarder l'historique des gens. Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est un jupéiste. Ce n'est pas des gens qui vous mettent un coup de poignard dans le dos. Ou alors, moi, je le connais mal. Et l'ensemble de sa famille politique le connaît mal aussi. Ce n'est pas du tout le contexte d'Édouard Philippe. Donc, allez, voilà. On a essayé Jean Castex. C'est pas une grande réussite, il faut bien le dire. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler du plan vaccination. Comment va-t-il s'organiser? Est-ce qu'on est prêt? On voit que la Grande-Bretagne, l'Allemagne ont déjà mis en place un certain nombre d'organisations, de systèmes. Où en est-on, nous, en France? Est-ce que les Français se feront vacciner? À tout avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre, commenter l'actualité. Alors il y a cette actualité autour du vaccin qui évidemment fait polémique. Serons-nous prêts pour ce vaccin? Êtes-vous prêts, vous, à vous faire vacciner? 0826 300 300. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à autoriser le vaccin contre le Covid-19. C'est un vaccin allemand, celui du géant Pfizer sera disponible également dans un certain nombre de pays dès la semaine prochaine. Emmanuel Macron, lui, prévoit donc une campagne très ciblée avec une première vague de vaccination plutôt pour les personnes âgées dans les EHPAD. La semaine prochaine en Angleterre, en France, on s'attend à beaucoup de réticence. Votre sentiment aux uns et aux autres sur cette vaccination? Est-ce que les Français vont y aller, vont avoir peur, vont attendre de voir un petit peu s'il y a des effets secondaires dont on nous dit qu'ils pourraient apparaître 20 ou 30 ans après? Qui veut réagir? Moi, je pense que les chiffres sont intéressants. Mathieu Alterman. Au niveau de la carte de l'Europe, on s'aperçoit que les plus à même de se faire vacciner aujourd'hui sont les Anglais, suivis des Hollandais, je crois, des Espagnols, de l'Allemagne. Et les plus réticents, on a évidemment les pays de l'Est, mais ça peut se comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont vécu tellement sous le joug du communisme qu'ils remettent en question forcément ce qu'on leur explique, puisqu'on les obligeait à faire tout avant. Mais la position de la France est assez étonnante. On est quand même parmi les pays dits modernes, les plus réfractaires au vaccin. Moi, à titre personnel, évidemment, je me ferai vacciner. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de savoir qui veut se faire vacciner ou non, c'est la logistique pour comment faire. C'est la logistique, absolument. Voilà, la logistique pour que le vaccin soit disponible partout. Et je pense que le gouvernement doit absolument déléguer à des entreprises dont c'est la spécialité. Voilà, ceux qui s'occupent des laboratoires, ceux qui s'occupent des transports, voilà, c'est ça. Il faut vraiment que le privé travaille avec le public main dans la main, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers mois. Oui, mais enfin, il va falloir une logistique énorme. Oui, Jérôme Dubus. Oui, simplement une précision sur ce que vient de dire Mathieu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui en disant qu'il faut déléguer à des entreprises privées. Il y a la médecine de ville qui est là pour faire le job. D'ailleurs, il ne demande que ça. Non, je parle pour les transports. Oui. Ah oui. Non, moi, je parle de la vaccination elle-même, parce que c'est l'essentiel. La vaccination elle-même, c'est évident qu'il va falloir s'appuyer sur la médecine de ville. Ah oui, mais c'est pas ce que je disais. Des tas de gens ont confiance en leurs médecins, ils ont confiance en leurs pharmaciens. C'est pas ce que je disais. Je parlais juste du transport. Infirmiers. Il va falloir effectivement mettre dans le coup le plus possible la médecine de ville. Je rappelle que lorsque on a eu une expérimentation en France, une vaccination à grande échelle, c'est H1N1. Bon, H1N1, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'était centralisé dans des grands centres, vous vous rappelez, ces gymnases qu'on avait ouverts, etc., ou d'autres lieux pour que les gens viennent en masse faire la queue, etc. Ça n'a pas marché. Heureusement, H1N1 a disparu comme par miracle et on n'en a plus entendu parler, mais là, c'est autre chose. Et donc, le réseau de la médecine de ville doit parfaitement être intégré dans le processus de vaccination et c'est comme ça qu'on pourra réussir et c'est comme ça qu'on vaincra d'ailleurs les peurs effectivement des Français. Moi, je suis frappé, en discutant avec les gens, il y a
c'est 50-50. 50% de gens qui me disent oui, on va se faire vacciner parce que c'est important, on ne veut pas contaminer, etc. Puis 50% de gens qui vous disent oh là là, surtout pas, moi jamais, on ne connaît pas. C'est des conséquences du manque d'autorité. C'est une des conséquences du manque d'autorité. Ou d'explication. Vous ne pouvez pas non plus imposer la vaccination obligatoire. Oui. Ça paraît très difficile. Une crise de confiance. C'est une conséquence, c'est surtout une conséquence de l'effondrement des capacités de l'État après 40 années de néolibéralisme, contrairement à ce que pense Mathieu Alterman. Je pense que toute cette crise, et en particulier la première partie du premier confinement, montre combien, et les Français s'en rendent compte, ça n'a aucun sens de ne pas avoir de centre de production de médicaments français, national, qui fait ses propres brevets, mais de dépendre d'institutions privées qui font les choses comme ça leur chante et qui passent les accords comme ça leur chante. J'ai jamais dit le contraire. D'accord. Même Monsieur Macron avait dit que la santé ne pouvait pas aller de pair avec la loi du marché. Bon, j'ai l'impression qu'il a oublié ce propos qu'il a tenu au milieu du premier confinement. Mais effectivement, c'est un problème et tout le monde s'est rendu compte. Pourquoi que, oui, parce que ça ne marche pas. On ne peut pas faire confiance. Et on a un problème en France. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais qu'est-ce qui ne marche pas et à quoi on ne peut pas faire confiance? Je ne comprends pas votre propos. La loi du marché, c'est quoi? C'est qu'on a besoin d'un vaccin, qu'il y a des vaccins. Oui, on a un pays cartésien. On est un pays cartésien et nous sommes malheureusement un des pays où il y a le plus de résistance. C'est normal. Et c'est assez terrifiant. Voilà, ceux qui ont fait le vaccin, c'est les deux pays les plus libéraux. C'est les États-Unis et c'est l'Angleterre. Alors ça va complètement contre-propos de ce que vous dites. Complètement. Non, parce que quand vous avez le lendemain de l'annonce de la mise en place de ce vaccin, le PDG de Pfizer qui fait 6 millions de bénéfices, eh bien vous mettez un doute dans la tête des gens. Et vous dites que ces gens-là font ces choses-là pour gagner. Quel rapport avec les et en parallèle. Non, mais si vous voulez. Et en parallèle. L'important, c'est qu'on il ne faut pas expliquer évidemment qu'il y a un rapport. Moi, je comprends. Ça faisait 6 mois que la vente des actions était prévue. Donc, voilà. Non, mais oui. Mais ça veut dire quoi? Que les laboratoires, enfin moi je vois toutes ces... ça veut dire quoi? Que les laboratoires en fait ne sont là que pour faire du pognon et que soigner les gens, ils s'en foutent complètement. Exactement, j'y arrivais. Le problème donc demain vous avez un cancer, une maladie grave, vous ne vous ferez pas soigner parce que ça vient de ces salauds de laboratoires qui ont fait du pognon pour fabriquer ces médicaments. Non, j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait un centre de production de médicaments avec des brevets français, avec des chercheurs français qui travaillent pour les intérêts du pays. Vous savez très bien qu'avant la crise du Covid... Parce que Sanofi, Pasteur, ils font pas de pognon. Nous avons excusez-moi juste, avant, vous savez très bien, nous avons des problèmes d'approvisionnement sur 600 à 900 médicaments de manière régulière. La crise a montré aux Français que nous ne produisons même pas de Doliprane, que la plupart des composés sont produits parce que c'est la loi du libre marché et qu'ils ont bien le droit puisque ce sont des entreprises privées. Donc ici, ils maximisent leurs bénéfices, c'est leur boulot, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc pour ce faire, ils font produire les 80% des composés des médicaments, soit en Chine, soit en Inde. On a bien vu que c'était un danger au moment d'une crise. Ça serait un danger s'il y avait une crise géopolitique. Pourquoi est-ce qu'on serait toujours allié avec la Chine ou l'Inde? Un jour, il pourrait y avoir un problème. Et donc, qu'il faut produire aussi nationalement, ou au moins en Europe, mais nationalement, ça serait une bonne idée. Et je pense que les gens auraient plus confiance si c'est une institution publique française qui fabriquait des vaccins et des médicaments dispensés. Ça se fait pas du jour au lendemain. Par les médecins, mais évidemment. Regardez l'efficacité. Je n'ai pas dit. Ça montre qu'il nous faudrait. Des labos américains. Pourquoi est-ce qu'ils sont efficaces? C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous. C'est simplement parce que l'administration Trump a injecté 9 milliards d'euros dès le mois de mars dans la recherche pour le vaccin contre la Covid-19. C'est pas par hasard. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que Pfizer est premier. C'est simplement parce que... Mais il n'y a pas que ça. Vous savez que le premier fédéral américain leur a donné, tout simplement. Et donc, le premier, c'est un vaccin russe. Il y a une connexion entre l'État et, même dans un pays très libéral comme les États-Unis, il y a une connexion entre l'État et le secteur privé qui fonctionne beaucoup mieux que chez nous. C'est tout. Eh bien, vous avez un autre vaccin qui a été annoncé avant, c'est le vaccin russe qui sera distribué gratuitement et qui a été choisi par la Corée du Sud, le pays qui s'en est le mieux sorti dans la gestion
de la crise du Covid avec moins de 500 morts et qui n'a rien fermé, qui n'empêche pas ces gens d'aller skier ni d'aller au restaurant, sauf que, comme le dit Mathieu, ils ont une manière un peu plus... Enfin, ils savent... Ils viennent de reconfiner, je vous signale. Oui, mais ils reconfinent de manière spécifique et pas l'ensemble d'un pays parce qu'ils ont les moyens d'agir. Mais je ne comprends pas votre raisonnement sur les vaccins. C'est-à-dire qu'un vaccin français serait plus sûr qu'un vaccin américain. Vaccin nationalement serait plus sûr que des gens qui font de l'argent sur le dos de la santé. Mais Sanofi, Pasteur, ce sont des entreprises françaises qui font... Oui, mais qui font... Je vous répète... Mais enfin, Sanofi ne fait pas d'argent. L'Institut Pasteur n'appartient pas au secteur privé. L'Institut Pasteur commercialise, elle ne donne pas... Oui, mais Sanofi fabrique les vaccins. Excusez-moi, c'est pas Pasteur qui donne les vaccins. Quand vous achetez un vaccin, il est bien fabriqué, il a été mis au point par Pasteur, mais Sanofi, Pasteur, il y a bien une entreprise il a été en collaboration. Il faut préciser quelque chose pour les auditeurs. C'est quand même pas les laboratoires et les médicaments le domaine où on fait le plus de marge. Ok ? Faut pas que les gens pensent ça non plus. Vous voyez ? À ce moment-là, on va plus acheter un jean parce qu'il y a une marge à 300%. Vous voyez, c'est pas un argument. Maintenant, non, c'est pas un argument. Et tout à l'heure, vous parlez... l'argument, c'est de décorréler la santé de l'argent. Mais on peut pas, il y a des investissements tels que on peut pas. Ah bon, on peut pas ? Mais c'est quoi cette histoire ? On peut pas, on pouvait, on peut pas ? Le vaccin Pfizer sera aussi fabriqué en France puisqu'ils ont des usines en France. Mais oui, c'est ça. Pourquoi on ne pourrait pas ? C'est tout à fait étonnant. C'est un argument d'autorité c'est même pas un argument, c'est une position d'autorité. Parce que le seul moyen pour vivre pour un laboratoire, c'est de vendre ailleurs que dans le pays où il produit. C'est tout. Voilà. Donc c'est une question d'argent. Oui, sauf si c'est produit nationalement. Pourquoi la nationalisation de l'ensemble du secteur des médicaments serait plus efficace que le système qu'on a aujourd'hui, que le système américain où on a parce qu'il est inefficace. Le système américain, et c'est le pays où il y a des problèmes de santé, d'accès à la santé qui sont catastrophiques, donc c'est vraiment pas un modèle, et il dépense... Non, ça n'a rien à voir. L'accès à la santé et les médicaments... Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Toute la santé est privatisée aux États-Unis. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec l'efficacité des médicaments. Ça n'a strictement rien à voir avec l'efficacité des traitements. Les médicaments ne sont pas efficaces. Bah si, c'est ce que vous venez de dire. Non, j'ai pas dit que les médicaments ne sont pas efficaces. J'ai dit qu'à cause d'une politique, à cause des lois du marché, nous avons des pénuries sur 100 médicaments tous les ans. Il y a des pénuries, oui. Il y a des pénuries aussi en France de médicaments. C'est exactement l'inverse. C'est grâce à la loi. Justement, à cause de la loi du marché, on a des pénuries. Bon, écoutez, merci à vous. On se retrouve nous demain et passez une très bonne journée sur Sud Radio.